Impossible d'entrer dans la commune de Niakara par le sud sans voir ces femmes en activité. Elles, ce sont les concasseuses de granit. Kone Nizomo, la soixantaine révolue, le corps et le visage couverts de poussière, assise à même le sol, exerce cette activité depuis 5 ans. Veuve, elle s'occupe de ses petits-fils avec les revenus de la vente de gravier. J'ai perdu mon mari il y a 20 ans. Je vendais des ignames. Malheureusement, ça ne marche plus. Ici au moins, c'est vrai que c'est dur le travail. Mais j'arrive à trouver de quoi nourrir mes petits-fils qui sont avec moi. Non loin d'elle, Koulibaly Monica tente de briser la pierre à l'aide d'un vieux marteau. Elle aussi concasseuse par la force des choses. Elles sont plus de 40 femmes, pour la plupart divorcées ou veuves, qui viennent quotidiennement affronter la pénibilité de ce travail. C'est pas facile, mais comment on va faire? Il n'y a pas de travail. Quand tu veux vendre, ça ne s'achète pas aussi. Pour casser les gros cailloux là, c'est ce qui est difficile. Quand on casse là, vraiment, il y a d'autres qui est dur, on ne peut pas casser. Quand tu casses, peut-être il y a mal au cœur, tu perds des comprimés, tu te soignes. La rudesse de l'activité n'est pas un obstacle pour ces femmes qui trouvent en ces lieux les ressources pour assurer leur autonomie financière. Il n'y a personne pour m'aider. Grâce à la carrière, je paye l'école de mon enfant sans problème. Je cherche à manger aussi. Le site est la propriété d'un homme. Elles ne sont jamais plaintes. Au contraire, elles disent que ça les aide à avoir des revenus en plus. La brouette est à 2000 francs et quand on envoie en ville, elle fait 2500. Et nous avons les bennes de 8 roues où on peut dire les 12 tonnes, 12 à 13 tonnes qu'on fait à 130 000. Cette petite station de concassage artisanale est le seul site où se procurer du gravier concassé à Niakara. Avec ces femmes-là, quand je viens en tout cas se concasser, c'est de la bonne qualité, c'est abordable. Et puis bon, puisqu'elles sont en train de chercher de quoi vivre, je pense que c'est bien de venir vers eux et acheter. Ça leur fait gagner au moins quelque chose par jour. Pour réduire la pénibilité du travail et surtout moderniser cette carrière, la nouvelle équipe municipale a son idée. Mais nous pensons que pour l'avenir, nous ferons en sorte à moderniser cette exploitation et permettre à ces femmes-là de vivre décemment du fruit de leur travail. Marteau, pioche et pelle, matériel utilisé par ces femmes pour venir à bout de ces granites dynamités depuis les années 70 pour la réalisation du tronçon Niakara-Ferké. Elles sont nombreuses, ces concasseuses, qui sous la pluie et le soleil défient ces roches pour assurer leur quotidien. Le Rotary Club International, ce nom rime avec la lutte contre la poliomyélite. Des années d'engagement aux côtés de nombreux gouvernements dans le monde, et cela remonte à 1979. En cette année-là, les clubs Rotary de Manille, en partenariat avec l'OMS, avaient entrepris d'organiser des journées contre la polio. Pour la simple raison qu'à cette période-là, la polio faisait 1000 victimes par jour. Et devant la gravité de cette endémie, le Rotary en a fait une priorité. 1985, le club Service se définit un nouveau cap, celui d'éradiquer complètement le virus de la planète. 1988, lancement de l'initiative mondiale. Les résultats sont probants. 16 millions de personnes, surtout dans les pays en développement, sont sauvées du virus invalidant grâce au vaccin. 650 000 cas de paralysie qui sont évités chaque année. Ces performances sont le résultat d'une action conjointe entre le gouvernement, le Rotary et tous les partenaires engagés dans cette initiative. Éradiquer la polio a un coût et la dose de ces 4 décennies de lutte se chiffre à 850 milliards de francs CFA, fruit des efforts conjugués des Rotariens et des gouvernements. Le nombre de nouveaux cas enregistrés par an est passé de 350 000 à 20 à travers le monde. La Côte d'Ivoire a rejoint le cercle des pays débarrassés du poliovirus. Depuis le 24 juillet 2011, aucun cas de polio n'a été signalé. Nous en sommes très heureux. Tant que la polio reste une menace pour les enfants, le Rotary est déterminé à trouver les fonds pour combler le déficit de financement. Éradiquer la polio dans le monde, 99% de l'objectif est atteint. Pour le Rotary, partenaire des gouvernements, cette guerre ne sera gagnée que lorsque le virus aura été complètement bouté hors de la planète.
Invisible pose la problématique des enfants délinquants, des enfants en conflit avec la loi. La série fait le récit de la vie de Tiaga, un adolescent de 13 ans devenu délinquant sous le poids de la précarité. J'ai pu découvrir tous les grands acteurs, j'ai tourné avec eux, je suis fier de moi. Fier de relever l'invisible, de lever le voile sur des faits de société d'une complexité inouïe, une audace pour Alex Ogou, réalisateur de la fiction. J'espère que la série va permettre de nous interroger, chacun, entre parents, entre voisins. Parce qu'au final, la société nous appartient en fait. C'est nous qui la faisons. C'est pas un État qui fait la société. Et cette série est vraiment là pour ça, pour renouer le dialogue en fait. Il parle de sa fiction à la fin de la présentation du premier épisode diffusé au cinéma. J'ai été particulièrement émue et même bouleversée par le réalisme et l'émotion qu'il y a dans cette série et qui est vraiment faite en Côte d'Ivoire et qui a été tournée de façon magistrale. J'ai félicité d'ailleurs le réalisateur, monsieur Alex Ogou, et les jeunes, les moins jeunes qui avaient tourné dans ce film. Et je suis très fière parce que c'est une série ivoirienne. On se dit au niveau je pense, de l'État qu'il faut travailler encore plus pour qu'il y ait moins de pauvreté et qu'il faut surtout essayer de venir à bout de ce phénomène qui est un problème difficile, pas simple. Voilà, je crois que ça interpelle tout le monde, l'État mais aussi les parents. Une avant-première de la série télévisée Invisible qui invite à s'interroger sur les complexités sociales. Comment un enfant se désolidarise-t-il des codes sociaux et devient microbe? C'est en 10 épisodes de 52 minutes qu'il faudra le découvrir sur les écrans le 29 octobre prochain. Un barrage de fortune au milieu de la route faite de rodins de bois, ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique, mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation de forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières, n'est-ce pas, respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis d'occuper, du pardon d'exploitation, alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire? S'entendre avec les populations. On exploite et derrière ça, il faut que les populations puissent avoir des retombées de cette exploitation. Les compagnies justifient leur état en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets ainsi que manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Mais la corruption rampante dans le secteur forestier et le manque de retombées économiques risquent d'envenimer les relations entre les villageois et les entreprises pour de nombreuses années. Un sucre aussi blanc, Félicia n'avait jamais vu ça à Cuba. Et pour cause, il vient tout droit de France. Le sucre qui est livré est très bon, il est très doux. Il sucre autant que le cubain. Il n'y a aucune différence. La seule différence est dans la couleur. Il est plus blanc, l'autre est plus foncé. Autrefois roi du sucre, Cuba est désormais obligé d'en importer. Une première dans son histoire. Et même sa promotion assurée par Fidel Castro n'a pas empêché le déclin de la filière de la canne à sucre. La chute du régime soviétique, son premier client, et la baisse des prix ont plombé sa production. En 2017-2018, la récolte était la plus faible de l'histoire. On peut même dire depuis le début du XXe siècle. La production du sucre a baissé de 40%. La nouvelle constitution devrait faciliter les investissements étrangers.
L'arrivée de grands groupes sucriers pourrait ainsi aider Cuba à retrouver son âge d'or.